Une présidentielle, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple, mais aussi et surtout entre les yeux de ce même peuple et des millions de chiffres sous forme de sondages, enquêtes d'opinion et autres projections politiques. Alors pour analyser ce premier tour, où tout nous indique que la France est coupée en deux, que les Français sont saucissonnés en trois, nous avons voulu dégager 4 indicateurs qui décideront à coup sûr du duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et aller en pas loin de 5 minutes, ou peut-être 6, pas plus de 7 en tout cas. Le premier, le vote des classes populaires, alerte au raz-de-marée en faveur de Marine Le Pen. En 2017, les employés et ouvriers étaient plutôt partagés au deuxième tour entre Macron et Le Pen. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Institut ELAB prévoit un vote Le Pen pour 63% des employés et 65% des ouvriers. Des bons spectaculaires. En fait, la fracture sociale s'est encore aggravée. Voilà ce qu'on voit. En 2017, c'était déjà marqué, mais là, c'est presque caricatural. C'est évident que Emmanuel Macron a déjà commencé, après avoir fait un premier tour, il est surtout allé siphonner les voix de Valérie Pécresse. Maintenant, il doit absolument faire un virage à 90 degrés pour aller chercher plutôt le vote de Mélenchon. Il va évidemment faire des promesses, revenir parfois même sur certaines choses qu'il a promises, mais ce qui est sûr, c'est que si jamais il est réélu, il faudra vraiment tenir compte du diagnostic des classes populaires dans sa politique, concrètement, s'il ne veut pas, la prochaine fois, que le système démocratique tel qu'on le connaît s'effondre sur cette fracture et ne soit englouti par cette fracture sociale. 2. L'importance des préoccupations des Français. Quand on leur demande ce qui a compté dans leur choix au premier tour, les Français répondent avant toute chose le pouvoir d'achat. Pour 37% d'entre eux, c'est même la première préoccupation. Loin derrière, les autres thématiques phares sont la sécurité, la santé, les retraites et l'immigration. Alors, avantage Marine Le Pen ? Marine Le Pen a très vite senti que le pouvoir d'achat s'imposerait comme un thème de préoccupation majeur pour les Français, alors que sur sa droite, Éric Zemmour restait concentré sur l'immigration et qu'Emmanuel Macron a très longtemps voulu éviter le sujet du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron n'aborde ce sujet que contraint dans la dernière ligne droite de sa campagne et donc il improvise. Dans l'entre-deux tours, ce qui fut une aubaine pour Marine Le Pen devient une difficulté parce qu'on passe du pouvoir d'achat, une question de sensibilité, à une question de crédibilité. Et c'est là, évidemment, que les difficultés commencent parce que Marine Le Pen doit entrer dans le détail de ses programmes alors qu'Emmanuel Macron tente de dérouler sa puissance économique, en quelque sorte, sur ce sujet. Même s'il souffre d'un handicap, c'est toujours plus facile de parler pouvoir d'achat quand on est dans l'opposition que quand on est aux responsabilités. 3. Le choix du projet ou de la personnalité. Les lepénistes et les macronistes ne votent pas pour les mêmes raisons. Quand on leur demande ce qu'ils préfèrent chez leur candidat, les uns évoquent principalement son projet à 62%, les autres sa capacité à gérer des crises à 68%. Inversement, peu de macronistes récompensent le projet du président candidat et très peu de lepénistes estiment que la qualité première de leur championne serait la gestion de crise. Je pense que c'est une distinction très importante parce que si Marine Le Pen a réussi en partie sa dédiabolisation, il y a quelque chose qui peut lui coûter plus, à mon sens, c'est le manque de crédibilité. Crédibilité personnelle, se demande toujours est-ce qu'elle aurait les capacités à gérer une crise comme le Covid, à gérer une crise internationale comme celle que nous vivons. Et à chaque fois dans les sondages, je me souviens très bien au moment du Covid, elle n'apparaît pas comme meilleure ou plus crédible que Emmanuel Macron sur ces sujets. Et en plus, je dirais, on la compare souvent à Donald Trump qui a, c'est vrai, créé la surprise aux États-Unis en étant élu alors que la plupart des commentateurs disaient que c'était impossible. Sauf que ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que Donald Trump, c'était quand même le candidat des républicains aux États-Unis, c'est-à-dire d'un des deux grands partis majeur du fonctionnement démocratique aux États-Unis. Donc les électeurs, si vous voulez, ils n'avaient pas l'impression non plus de faire un saut total dans l'inconnu. Il y a un appareil, il y a des politiques, d'expérience. Bref, on peut compter sur des gens avec lesquels ils pouvaient gouverner. Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. On se demande toujours avec qui elle gouvernerait. Ça, je pense que ça peut lui coûter, à mon avis, plus que la diabolisation ou la rediabolisation qui n'est pas forcée de porter ses fruits.
Et enfin, la détermination des retraités, c'est un vivier inespéré pour Emmanuel Macron, les plus de 65 ans. Ils ont voté à 40% pour lui au premier tour et seraient 57% à l'envisager pour le second, alors suffisant pour l'emporter? Il y a eu un phénomène assez étonnant, assez surprenant dans la toute fin de campagne de premier tour. Dans la dernière semaine, il y a quelques 2 millions d'électeurs, essentiellement des électeurs âgés de plus de 65 ans, qui sont allés de Valérie Pécresse à Emmanuel Macron. C'est la définition même du vote utile dans cette période d'angoisse liée à l'Ukraine. L'électorat le plus âgé s'est déplacé vers le président le plus jeune de la 5e, mais vers le président en titre. Et c'est évidemment une force sur laquelle Emmanuel Macron continuera de compter pour le second tour, parce que cet électorat, grosso modo, se mobilise et se mobilise jusqu'au bout. On peut dire vraiment que pour cette élection présidentielle de 2022, l'électorat âgé est la chance d'Emmanuel Macron.